Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Je suis né à Beyrouth, au Liban, et j'ai grandi à Lyon, dans le Rhône. Autrement dit, ma culture gastronomique, elle balance entre la rosette et le shawarma, entre le pâté en croûte et le kefta. En plus de ça, j'ai la réputation d'être quelqu'un de gourmand. Quand je travaillais pour le site internet du Monde, mes collègues prenaient souvent un dessert en plus à la boulangerie pour éviter de se faire grignoter le leur. D'ailleurs, celles et ceux qui ont, merci beaucoup, la patience d'écouter les épisodes de ce podcast jusqu'au bout, ont déjà bien compris la nature de ma passion pour la nourriture. Autant dire que j'ai longtemps refusé l'idée que mon alimentation pouvait avoir un rôle quelconque dans mon bilan carbone. La dernière fois que j'ai essayé de devenir végétarien, j'ai échoué, à cause d'un shish taouk, une recette libanaise de poulet grillé qu'on mange avec une délicieuse crème d'ail. La fois d'avant, je m'étais promis de ne pas manger de viande pendant 3 mois seulement. Mais j'ai tenu 1 mois, à cause d'une tartiflette fondante qui semblait me parler directement. Je vois bien pourtant à quel point le modèle de production et de consommation de la viande pèse lourd. C'est près de 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il faut dire que sur les 100 dernières années, tout a changé, ou presque, dans notre manière de nous nourrir. On consomme beaucoup plus de viande par repas, l'alimentation animale est produite à l'autre bout du monde, la viande, elle est transformée dans des processus industriels, etc. Pourquoi la viande est-elle responsable d'autant d'émissions de gaz à effet de serre ? Comment imaginer des régimes alimentaires qui soient compatibles avec notre trajectoire climatique ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit toutes et tous devenir végétariennes et végétariens ? Quel levier peut-on utiliser pour limiter l'impact de la viande sur le réchauffement ? Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Chaleur Humaine. Karine Barbier est économiste et ingénieure de recherche au CNRS. Elle est spécialiste de l'impact de l'alimentation sur le climat et elle a coordonné cette année une étude passionnante qui porte un titre absolument barbare, « Simulation prospective du système alimentaire et de son empreinte carbone ». Mais c'est une somme de données et d'analyses qui permet d'imaginer à quoi ressembleront nos assiettes et donc un peu nos vies en 2050. Bonjour Karine Barbier. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut d'abord commencer par expliquer pourquoi ça émet autant de consommer de la viande ? Finalement, qu'est-ce qui est responsable des émissions ? Est-ce que c'est la production agricole, le transport ? Est-ce que c'est les bovins eux-mêmes ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on consomme pas mal de viande, vous venez de le dire, et dans nos émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation, donc à notre assiette quotidienne, l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre provient de la viande. D'une part, pour la raison suivante, c'est qu'il y a dans la viande des ruminants et ce qu'on appelle des monogastriques, c'est-à-dire des porcs et de la volaille. Et du côté des ruminants, en fait, il y a donc un système de digestion qui est particulier, qui s'appelle la rumination, justement. Et donc, à ce moment-là, en fait, les ruminants émettent par des rots, tout simplement, du méthane. Et le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, puisqu'il a un pouvoir de réchauffement climatique 28 fois supérieur au CO2. Donc cette alimentation, elle est, si on la replace dans un contexte général, notre alimentation en France, si on regarde depuis la production agricole jusqu'à notre assiette, elle est à peu près 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est déjà un élément tout à fait majeur. Et à l'intérieur de ces 25%, la majorité, les 2 tiers à peu près, sont des émissions liées à la production agricole elle-même, si on tient compte aussi ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les engrais, les pesticides, tout ce dont on a besoin, y compris l'alimentation animale, pour produire cette alimentation, ces denrées alimentaires. Mais alors, est-ce que c'est la même chose pour tous les types de viande ? Vous avez parlé un peu des différents types d'animaux qui sont élevés pour être ensuite mangés. Donc, est-ce qu'il y a une spécificité pour les bovins, pour les ovins, donc pour les ruminants, parce qu'ils émettent plus de méthane ? Les ruminants, si on prend par exemple 1 kilo de bœuf qu'on va acheter voilà, pour une grande famille, ce kilo de bœuf va émettre à peu près 14 kilos de gaz à effet de serre, 14 kilos de CO2 équivalent, on appelle ça, qui donc pondère le CO2, le méthane et le N2O. Par contre, pour le porc, 1 kilo de porc va émettre 3 fois moins, à peu près 4 kilos de gaz à effet de serre. Et la volaille va émettre encore la moitié, à peu près 2 kilos de gaz à effet de serre. Donc dans ces émissions-là, on a à la fois les émissions des ruminants, mais on a aussi les émissions liées à l'alimentation de ces élevages.
On peut aussi parler des produits laitiers, puisque si on utilise du lait de vache, on utilise forcément du lait de ruminants. Donc, si on mange, bon, on va pas manger 1 kilo de fromage, mais bon, ça donne une idée. On est autour de 6 kilos, donc quelque part entre le porc et la vache. Et 1 kilo de lait, c'est aussi 1 kilo de CO2 émis. Donc, il y a la partie vraiment viande, et puis il y a la partie produits laitiers qui aussi auquel il faut penser, puisque c'est issu en grande partie de ruminants. Mais est-ce que c'est vraiment différent des produits végétaux, des fruits et des légumes ou des céréales qu'on consomme en termes d'impact climatique? C'est quoi l'ordre de grandeur? Les 2 tiers de notre assiette sont en fait des produits végétaux. Là, on est vraiment sur des émissions beaucoup plus faibles qui sont autour de moins d'1 kilo, par kilo consommé en fait, généralement plutôt de 0,1, 0,2. Donc la partie végétale de notre alimentation est vraiment beaucoup moins émettrice que la partie animale. Donc il y a une partie très importante, de ces gaz à effet de serre, c'est donc ce méthane causé par les rots des vaches, mais il y a pas que ça. Il y a aussi, ce qu'on appelle le protoxyde d'azote, qui est aussi un gaz à effet de serre extrêmement puissant, qui vient en grande partie de la fabrication et surtout de l'usage d'engrais azotés minéraux. Des engrais donc qu'on répand sur les champs et qui se volatilisent et qui donc, contribuent, au réchauffement climatique aussi. Le protoxyde d'azote est encore plus puissant du point de vue du réchauffement climatique puisqu'il est carrément 300 fois plus puissant que le CO2, que le gaz carbonique. Donc évidemment, dans la production agricole, à chaque fois qu'on va soit, faire de l'élevage de ruminants ou, produire une alimentation animale ou une alimentation végétale qui va utiliser notamment des engrais, on va émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Donc en fait, la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la viande, c'est les ruminants eux-mêmes et les engrais. Et l'autre moitié, c'est du CO2. C'est, l'utilisation d'énergies fossiles, du pétrole et du gaz en particulier. Ça, on comprend bien en lisant vos travaux que ce qui pèse lourd, en fait, c'est le transport. En fait, c'est pas tant le transport de la viande elle-même, parce qu'on n'importe pas tant que ça de viande, d'autres pays. En France, on consomme beaucoup de viande, produite localement. Mais par contre, ce qui pèse lourd dans le bilan carbone de la viande, c'est en fait l'importation massive de céréales pour l'alimentation animale, parce que cette alimentation, elle est souvent produite ailleurs et notamment en Amérique latine. Oui, donc effectivement, l'essentiel de notre consommation alimentaire en France, elle est d'abord produite en France et puis il y a quand même, une partie de l'ordre de 15-20 qui est importée, majoritairement en Europe, de pays européens et le reste, du reste du monde. Donc ça peut être du continent américain, nord et sud, d'Asie, d'Afrique et cetera. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès le moment où on va plus loin, c'est-à-dire en Europe, on a beaucoup, par exemple, de fruits et légumes qui viennent d'Espagne ou d'Italie. On fait déjà beaucoup de kilomètres par la route et quand on va encore beaucoup plus loin, donc en Amérique latine, en Asie et cetera, c'est des milliers et des milliers de kilomètres qui sont parcourus et là, en fait, on s'aperçoit que 75, donc les 3/4 de ces transports de marchandises, en fait, sont liés à nos importations. Donc même si les importations sont minoritaires, en fait, à cause des distances parcourues, ça pèse énormément, les importations pèsent énormément dans le trafic de marchandises. Donc il y a vraiment un enjeu très important à réduire ces importations et réduire, si possible, ces distances, faire en sorte qu'on va importer de plus près. Alors, dans ces importations, effectivement, le premier poste, on va dire la première catégorie de marchandises qu'on importe beaucoup, c'est justement des tourteaux pour l'alimentation animale. Donc les tourteaux de soja qui sont bien connus, qui dans la plupart viennent du Brésil en Amérique latine, donc qui occasionnent, leur production, on le connaît maintenant assez largement, pas mal de déforestation, notamment dans les savanes arborées, au centre du Brésil. Et puis il y a aussi de l'alimentation animale qui peut venir d'autres tourteaux, de tournesols, par exemple de l'Est, de la Russie ou de l'Ukraine, par exemple, ou d'autres produits qui peuvent venir d'Afrique ou d'Asie. On pense par exemple, à d'autres oléoprotéagineux. Donc cette alimentation animale, elle pèse fortement en fait dans ces importations. Après la deuxième catégorie, c'est tous les fruits et légumes, en fait, parce qu'on s'aperçoit finalement qu'on produit une minorité de ce qu'on consomme en France, en fruits et légumes, notamment en fruits, puisque bien souvent ça vient de très loin aussi. On peut penser aux oranges, aux agrumes qui viennent d'Amérique latine. Il y a beaucoup de jus de fruits, par exemple, qui viennent, d'Amérique latine, du Costa Rica, du Brésil, du sud de l'Amérique latine. Il y a beaucoup, bien sûr, de bananes aussi qui viennent et qui sont fortement consommées dans les fruits qu'on consomme. Et puis, il y a tous les légumes, effectivement, qui viennent plus souvent d'Europe, mais qui parcourent pas mal de distances, alors qu'on pourrait vraiment, en grande partie, produire ces légumes en France, à condition de manger des légumes de saison et des légumes donc produits plus localement au niveau des régions, par exemple. Mais ça, on pourra peut-être en reparler plus tard.
Mais la filière, bovine, elle dit, qu'en France, la plupart, des animaux, se nourrissent avec, de l'alimentation produite, à la ferme et pas avec de l'alimentation importée. C'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est-à-dire, est-ce que finalement on importe massivement, des céréales pour nourrir, les ruminants, qui sont en France? Ou bien en fait, est-ce que la plupart d'entre eux, mangent de l'herbe et c'est une toute petite partie qui, bénéficie de ces importations de céréales? Oui, alors d'abord, ce qu'on a étudié assez précisément, c'est l'occupation en fait de la surface agricole en France. On s'aperçoit qu'il y a près de 85 de cette surface agricole qui inclut les prairies, hein, dedans, qui est dédiée à l'alimentation animale, donc à l'élevage. Donc c'est vraiment un poids très important. Donc bien sûr, il y a les prairies, évidemment, qu'elles soient temporaires, permanentes et cetera. Et puis il y a toute la partie production de céréales, production de maïs par exemple, ou production aussi d'oléoprotéagineux qui sont mobilisés pour l'alimentation animale. Donc il y a vraiment une partie qui va à l'alimentation animale, une partie qui va à l'alimentation humaine. On exporte aussi beaucoup de céréales. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'élevage intensif, y compris pour les vaches laitières, par exemple, si on peut prendre cet exemple, mais c'est aussi vrai pour le porc, pour la volaille, etc. Et donc, pour ce qui est des ruminants, il y a à peu près la moitié de leur alimentation qui proviennent effectivement d'herbes, donc de prairies, mais l'autre moitié provient de produits concentrés, comme on dit, c'est-à-dire des produits qui intègrent des tourteaux, provient du maïs, provient de pas mal de céréales, etc. Et donc, à l'intérieur de ces différents produits, il y a vraiment beaucoup de tourteaux qui sont importés. Et bon, dès le moment où voilà, on a une consommation de viande quand même très importante, c'est vrai que ça mobilise beaucoup, beaucoup de transports et beaucoup d'importations. Mais si on voulait, diminuer l'impact carbone, par exemple des vaches, élevées en France, est-ce que, si elles étaient nourries sur le sol français avec, prioritairement, de l'herbe ou des céréales qui poussent en France, est-ce que le bilan carbone serait bien meilleur? Le bilan carbone, évidemment, dépend beaucoup des pratiques d'élevage et cetera. Ce qui est vrai, c'est qu'on a tout intérêt quand même à avoir des élevages qui soient beaucoup plus herbagés, donc qui consomment essentiellement de l'herbe, donc avec un mode d'élevage qui soit un peu plus extensif par rapport à aujourd'hui. Certes, ça consomme de l'espace, mais à partir du moment où on a des prairies permanentes qui sont là et qu'on veut préserver, des prairies d'alpage et cetera, c'est vrai aussi pour, les ovins ou les caprins, donc les moutons ou les chèvres. On a tout intérêt là à faire cet élevage-là. Après, l'autre solution, c'est justement d'arriver à vraiment réduire notre consommation de viande, donc limiter notamment, cette consommation, de viande elle-même. C'est-à-dire nous, ce qu'on a imaginé dans nos scénarios justement, c'est d'essayer de favoriser plutôt la production à la fois de viande et de lait, donc de maintenir plus ou moins le cheptel au niveau des vaches laitières et de réduire de manière assez importante tout ce qui est viande, on va dire, produite vraiment pour le muscle quoi, en fait. D'autant plus que c'est une production qui beaucoup, est échangée. On sait qu'il y a beaucoup, par exemple, de veaux qui partent en Italie pour être engraissés, puis après qui reviennent, donc c'est aussi des transports et cetera, quoi. Donc il y a beaucoup d'échanges sur cette partie-là, au sein de l'Europe elle-même. Les 2 leviers vraiment essentiels, c'est d'une part réduire très fortement notre consommation, donc réduire par 3, par 4, hein. Ça veut dire vraiment espacer notre consommation, manger des plus petites portions, en faire plutôt des repas de fête ou des repas de week-end, plutôt qu'une consommation quotidienne quoi, en fait. Et puis le deuxième élément, bien sûr, c'est de réduire, d'avoir un élevage beaucoup plus herbagé qui va donc limiter la consommation de céréales ou de protéagineux et par là même la consommation d'engrais azotés, ou d'autres, pesticides qui peuvent être assez néfastes pour la biodiversité de manière générale. Je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué, et c'est cette question de la déforestation. On en avait parlé déjà ici avec la primatologue Sabrina Krief quand on parlait de la biodiversité. En fait, dans ce que vous décrivez, on a l'impression que c'est un peu perdant-perdant sur le plan climatique. Non seulement, il faut beaucoup d'énergie fossile, du pétrole pour transporter, ce qui est produit très loin, mais en plus, pour produire cette alimentation animale, on coupe de la forêt et donc des arbres qui stockent du carbone. Oui, tout à fait. Dans les émissions dont j'ai parlé tout à l'heure, la déforestation n'est pas comprise. C'est vrai que la déforestation, comme le dit le GIEC, pèse assez lourdement, hein, dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales, puisque c'est à peu près 15 de nos émissions au niveau mondial. Donc le fait de détruire des forêts, ça peut être aussi des savanes, bon, c'est des espaces naturels de manière générale. Donc en France, on importe assez peu finalement de viande directement d'Amérique latine, par exemple, ou de zones tropicales. Mais on importe par contre beaucoup, effectivement, du soja, des tourteaux de soja, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est des zones au Brésil comme le Mato Grosso qui sont plutôt des savanes,
Donc c'est pas l'image de la forêt tropicale luxuriante et cetera, quoi. C'est des savanes qui ont été d'abord effectivement, souvent brûlées, détruites, où on met d'abord du bétail et ce bétail va plutôt à la consommation en Amérique latine ou en Afrique ou en Amérique du Nord. Et par contre, dans un deuxième temps, une fois que le bétail a à peu près, brouté tout ce qu'il y avait à brouter, là derrière on va mettre, des plantations de soja par exemple ou des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est effectivement un impact qui est très fort aussi, sur les émissions de gaz à effet de serre et qui peut bien sûr alourdir largement, le bilan carbone. Alors, vous avez parlé un peu tout à l'heure de, la manière dont on peut changer notre alimentation. En fait, vous avez dessiné dans ce travail, auquel vous avez participé, plusieurs scénarios, sur à quoi pourrait ressembler notre alimentation dans le futur. Vous avez déjà donné quelques indices sur le fait que, il y a des scénarios dans lesquels il faut diminuer beaucoup notre consommation de viande et de produits laitiers. Est-ce que, vous pouvez nous dessiner un peu des options? Quelles sont les pistes envisagées pour qu'on puisse avoir, des changements alimentaires qui soient à la fois possibles, qui nous maintiennent un bon équilibre, alimentaire et en même temps qui nous permettent de respecter notre, trajectoire, climatique? Oui, alors dans les différents scénarios, effectivement, on a actionné, voilà, différentes actions possibles, à différentes étapes du système alimentaire. Ce qu'on peut d'abord dire sur la consommation alimentaire elle-même, pour revenir un tant soit peu là-dessus, c'est, d'abord le fait que, il y a vraiment une synergie, il y a vraiment une concordance d'objectifs entre les questions de santé et les questions d'alimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être chacun le sait, mais l'obésité, par exemple, est malheureusement en train de se développer en France, comme ailleurs, partout dans le monde d'ailleurs. Et donc on a vraiment un problème de qualité de l'alimentation et aussi tout simplement de quantité. C'est-à-dire que par rapport à notre activité aujourd'hui, en moyenne, on consomme beaucoup trop de calories et donc on pourrait déjà, finalement essayer de réduire, d'avoir une consommation qui soit moins importante, qui soit plus saine d'un point de vue nutritionnel et déjà on ferait pas mal d'économies sur la consommation, sur notre besoin en termes de denrées alimentaires. Et puis, il y a aussi le fait, là on le sait moins, c'est qu'on consomme beaucoup trop de protéines. C'est-à-dire que personne en France quasiment n'a un risque de carence en protéines. On ne le sait pas, on a toujours l'impression que voilà, c'est important de manger de la viande, et cetera, pour être en bonne santé. Mais en fait, on en mange 2 fois trop. On mange 2 fois trop de protéines, qu'elles soient végétales ou animales, hein. Quand on dit qu'on en mange 2 fois trop, c'est-à-dire que combien on mange de viande, en moyenne, en France? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on mange autour de 100-150 grammes par habitant, par Française, par Français? Oui, on mange environ entre 100 et 110 grammes par jour et par personne. Donc c'est à peu près, 85 kilos par an. 85 kilos par an, c'est 2 fois la moyenne mondiale quand même, hein. Donc les pays riches, notamment l'Europe, l'Amérique du Nord encore plus, consomment énormément de produits animaux, et beaucoup plus que nécessaire, et d'ailleurs, il y a aussi, entre parenthèses, une question de justice quelque part, y compris au niveau international, puisqu'il y a d'autres, régions du monde comme l'Afrique, par exemple, qui ne consomment que 17 kilos par habitant et par an. Et donc le fait que nous, on fasse justement des efforts pour réduire notre consommation de viande est aussi un enjeu, pour permettre à d'autres populations de pouvoir, elles, bénéficier, des protéines dont elles ont besoin. Donc quelque part, ça, c'est un peu la brique de base, peut-être pour, n'importe quel scénario, d'alimentation qui prendra en compte la question climatique. C'est de dire: «Bon, en fait, il faut diminuer, cette consommation de viande» et ensuite, il y a peut-être des leviers qui sont différents sur, de combien on diminue, par quoi on remplace et cetera? Oui, tout à fait. Donc, si on diminue, bon, de toute façon de manière importante, il faut ensuite, bien sûr, essayer de privilégier donc les viandes qui sont moins émettrices de gaz à effet de serre. Donc, on en parlait tout à l'heure, le porc, la volaille notamment. Ça, c'est plutôt la tendance actuelle. D'ailleurs, la volaille prend de plus en plus d'importance. Faut réduire les produits laitiers et puis surtout, faut substituer après, ces protéines animales par des protéines végétales. Aujourd'hui, on consomme effectivement 2 tiers de protéines animales et un tiers de protéines végétales et donc on pourrait au moins inverser ça. C'est-à-dire vraiment faire en sorte que les protéines végétales soient plus importantes, qu'on retrouve dans tous les aliments. On le retrouve dans les céréales et notamment, bien sûr, aussi dans les légumineuses qui sont bien connues. Donc, augmenter notre consommation, voilà, de lentilles, de pois cassés, de haricots. Mais sur ce point-là, la discussion, elle devient souvent difficile parce qu'il y a un certain nombre de gens qui disent: «Oui, mais on peut pas, se nourrir simplement avec des graines, on a toujours eu besoin de viande». C'est la même chose sur les produits laitiers dont on considère qu'ils sont très importants pour, la croissance
croissance des enfants. Et puis, même les autorités sanitaires, pendant longtemps, recommandaient de manger de la viande, de consommer des produits laitiers. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction entre, les représentations qu'on a de nos besoins et cette trajectoire climatique de l'alimentation? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est, je pense, des a priori, en tout cas des l'impression qu'on a ce sentiment d'avoir vraiment besoin de viande. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'idée que la viande est associée aussi à la force, à la puissance, à la masculinité, donc les hommes doivent manger de la viande. D'ailleurs, ils en mangent beaucoup plus que les femmes. Donc il y a beaucoup d'idées reçues, en fait, sur cette question-là. Donc il y a vraiment une méconnaissance, en fait, de ces questions-là et pourtant, voilà, aujourd'hui, il y a des recommandations nutritionnelles qui vont vraiment vers, l'idée, justement, de consommer moins de viande, de consommer plus, de légumineuses. Il y a des recommandations aujourd'hui qui sont faites. Il y a aussi l'idée qu'il faut pouvoir accompagner, en fait, la production agricole, donc les éleveurs, en fait, qui sont derrière cette production animale pour faire en sorte que la transition se fasse, la mieux possible, quoi, en fait. Et d'ailleurs, je veux bien là-dessus, que vous reveniez sur ce point que vous avez évoqué, c'est sur les différences de consommation, hommes-femmes, de la viande. Est-ce qu'on sait aussi, peut-être dans différentes catégories de la population, qui consomme plus de viande? Parce que cette moyenne de 110 grammes par, personne et par jour, comme toujours les moyennes, c'est un peu trompeur. Alors c'est vrai que cette moyenne de 110 grammes par personne et par jour, elle est vraiment, elle peut être extrêmement différenciée. C'est-à-dire que si on regarde, par des tranches de 10% de la population, donc les 10% qui consomment le moins de viande consomment autour de 20 ou 30 grammes par jour, et les 10% qui consomment le plus consomment, plus de 200 grammes par jour, hein, de viande. Quand on regarde donc la composition de ces déciles de consommation de viande, on s'aperçoit que c'est bien sûr d'abord les femmes qui consomment le moins et puis, il y a aussi le niveau d'éducation qui joue pas mal. C'est-à-dire que les personnes qui ont un certain niveau d'éducation, un certain capital culturel, consomment moins de viande parce que probablement ils ont l'information qu'elle n'est pas complètement nécessaire à une bonne alimentation. Le revenu joue un peu parce que c'est corrélé bien sûr au niveau d'éducation en partie, mais le revenu ne joue pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on retrouve des consommations de viande assez importantes dans tous les milieux sociaux et elles peuvent être très importantes. Et pourtant les prix bien sûr jouent beaucoup parce que, évidemment la consommation de viande c'est relativement cher. Donc, on peut justement, vraiment alléger son panier, en diminuant, ses achats de viande. Mais c'est vrai que ça reste, une habitude culturelle de considérer que c'est très important, qu'il en faut tous les jours, presque à tous les repas, alors que c'est vraiment faux d'un point de vue nutritionnel. Alors vous l'avez dit, une des clés, c'est de pouvoir, réduire, le volume de viande, qui est consommé, mais ça, c'est un sujet d'ailleurs dont on a souvent parlé dans ce podcast, ça ne relève pas que de l'initiative individuelle, parce qu'en fait, on peut parfois faire des choix de dire: «Bon, je vais manger moins de viande», mais on est souvent dans des situations dans lesquelles, on n'a pas forcément le choix. Un exemple, qui est souvent donné, c'est celui des cantines, qu'il s'agisse des cantines scolaires ou des cantines, d'entreprise. Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait être un levier ou est-ce qu'il y a des endroits dans lesquels, c'est utilisé, comme un levier pour, changer justement nos habitudes alimentaires. Oui, alors c'est vrai que la restauration, ce qu'on appelle la restauration hors domicile, c'est-à-dire quand on mange à l'extérieur, donc dans des restaurations collectives, professionnelles ou scolaires, étudiantes ou dans la restauration privée, c'est un levier extrêmement important puisque, c'est quand même, pour les jeunes, pour les élèves, pour la population active, un lieu de consommation alimentaire assez important puisque c'est à midi, chaque jour de la semaine ou au moins les 5 jours sur 7. Et donc c'est vrai que là, l'offre, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que dès le moment où on n'a pas la possibilité de prendre un menu végétarien ou de pouvoir, choisir sa portion de viande ou de fromage et cetera, où tout est déterminé à l'avance, on va choisir entre, une proposition de grillade, une proposition de viande en sauce, une proposition de poisson et cetera et que finalement on n'a pas tellement le choix. C'est vrai que là, on est contraint et ça fait partie de manière importante à notre consommation et à nos habitudes alimentaires. Donc si on veut vraiment modifier ces habitudes alimentaires, la puissance publique et c'est vrai que les collectivités locales s'en saisissent, hein, maintenant de plus en plus, doivent vraiment faire en sorte d'une part, dans la réglementation, de permettre à ce qu'il
qu'il y ait des repas végétariens systématiquement chaque jour dans toutes ces restaurations collectives et vraiment le valoriser le plus possible. Alors, par exemple, il y a une idée, qui est parfois utilisée qui est de dire, ben, ce plat, on va l'appeler le plat éco-citoyen. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur un plat végétarien total. Ça peut être un plat végétarien ou ça peut être un plat avec une consommation de viande moins importante où finalement le cœur de l'assiette, c'est, des légumes, c'est des légumineuses, c'est des céréales et puis la viande arrive finalement en accompagnement. Donc on diminue les portions, c'est important. Et donc dans les restaurations collectives, on peut vraiment imaginer, d'avoir, ce choix systématique et de valoriser aussi, cette consommation-là en disant: «Voilà, c'est une manière de préserver la planète, de préserver, de lutter contre la déforestation dont on parlait tout à l'heure, de lutter contre, ou pour le bien-être animal qui est très sensible notamment dans la jeunesse, dans les lycées, dans les écoles et cetera». Enfin, oui, mais il suffit pas, simplement de proposer des plats avec peu de viande ou pas de viande. Il faut aussi que les gens, les choisissent et aient envie de les choisir. Et ça demande de gros changements dans la manière dont les choses sont préparées, présentées. Alors bien sûr, pour y arriver, il faut d'abord permettre au niveau de la réglementation de le faire systématiquement, ce qui n'est pas encore complètement le cas dans les écoles notamment. Et puis aussi, il faut accompagner ça avec de la formation du personnel, par exemple le personnel en cuisine, parce qu'on sait que voilà, souvent c'est pas forcément des plats qui sont très alléchants, donc il y a des habitudes à apprendre. C'est aussi une compétence hein, de changer ses ingrédients, de changer la manière de faire ses plats. Et puis, il y a aussi, je pense, dans ces collectivités locales, l'idée qu'il faut toujours faire à moins cher. Donc, aujourd'hui, les cantines, notamment, publiques, hein, sont soumis à la réglementation sur les marchés publics et systématiquement, ce qui doit être priorisé réglementairement, c'est le moins-disant, c'est-à-dire, le prestataire ou les fournisseurs qui vont être les moins chers, quoi. Et aujourd'hui, en fait, une cantine scolaire ou une municipalité, quand elle veut avoir des produits locaux, par exemple, elle est obligée de contourner la loi pour pouvoir favoriser des producteurs, de proximité et cetera. Et ça, évidemment, c'est vraiment le rôle, des pouvoirs publics de modifier ces réglementations pour faire en sorte que, vraiment, ça rentre dans les mœurs. Mais est-ce que cette question dont on parle là pour les cantines, elle se pose pas en fait pour la restauration en général? Après tout, quand on va au resto, c'est souvent pour manger de la viande et c'est aussi un endroit où on se pose pas forcément la question des portions dont vous parlez. Oui, tout à fait. Donc là, on est vraiment sur des habitudes, en fait, qui se modifient très rarement. Les chefs cuistots vont nous dire: «Ah mais c'est les gens, ils préfèrent ça, donc on va leur donner ça» et puis, voilà, donc on est vraiment sur des routines, en fait, avec une grande difficulté, à la fois par méconnaissance, voilà, de la manière de cuisiner autrement et puis par le fait, voilà, qu'on va pas changer sa carte parce qu'elle est là et parce qu'on a nos fournisseurs et cetera, quoi. Donc là aussi, en fait, je pense qu'il faut avoir vraiment une politique, incitative des pouvoirs publics pour, obliger, hein, pour contraindre, pour en tout cas inciter, toute cette offre commerciale privée à aussi évoluer et faire en sorte qu'il y ait vraiment des possibilités beaucoup plus vastes. Alors ça se développe, voilà, dans les centres urbains, dans Paris intramuros, on va certainement avoir beaucoup plus de choix sur la restauration privée, mais dès qu'on passe le périphérique ou dès qu'on va en province, c'est beaucoup plus difficile de trouver ce type de restaurant. Vous avez évoqué tout à l'heure, le fait que, certaines collectivités, par exemple, essayent de se fournir, localement. Il y a quelques semaines, dans ce studio, il y avait la climatologue Valérie Masson-Delmotte et elle disait: «Oui, il y a souvent aussi des idées reçues sur la consommation de viande parce qu'on pense toujours que quand on va, consommer de la viande produite à côté de chez soi, bah, c'est de la viande, qui a beaucoup moins d'impact carbone. Mais en fait, si je suis le raisonnement que vous suiviez tout à l'heure sur, la question de l'alimentation animale, sur le méthane, et cetera, en fait, c'est pas forcément vrai, le critère, local, n'est pas forcément un critère qui garantit le fait d'avoir, un impact climatique faible. Tout à fait, bien sûr, puisque, ces élevages locaux peuvent être aussi des élevages industriels, peuvent s'approvisionner avec une alimentation animale très lointaine et cetera. Donc, c'est vrai que si on est, voilà, sur des modes de production qui sont vraiment à grande échelle, de l'élevage industriel et on va forcément avoir, une empreinte carbone, très, très importante. Et quand on parle, par exemple, de l'agriculture biologique et de l'élevage, en bio, est-ce que, de la viande bio, ça a un meilleur impact carbone, on imagine que c'est mieux parce que, ça préserve la biodiversité, ça utilise, quasiment pas de pesticides, enfin voilà, donc il y a, des critères, qui sont mieux-disants, de toute façon, mais purement, j'allais dire entre guillemets, d'un point de vue climatique, est-ce que c'est mieux, que de la viande non bio?
Il y a un élément positif, il y a des émissions qui sont, effectivement inférieures puisqu'on va considérer que c'est l'alimentation animale, effectivement, va pas utiliser de pesticides, mais surtout va pas utiliser non plus d'engrais, azotés, minéraux. Donc, on va vraiment être sur des pratiques agricoles qui sont beaucoup moins, intensives et donc, moins émettrices de gaz à effet de serre. Ceci dit, par contre, le bio en général va consommer un peu plus de terre puisque, en l'occurrence, voilà, la production de viande ou la production de lait va être un peu plus lente, les rendements sont un peu moins élevés, et donc on va, du point de vue de l'occupation du sol, on va avoir une occupation un peu plus importante, donc quelque part, des émissions qui sont liées à la surface agricole qu'on va mobiliser. Donc l'un dans l'autre, c'est assez similaire en fait, du point de vue simplement de ce critère agriculture biologique par rapport à une agriculture conventionnelle en ce qui concerne, l'élevage. Les bénéfices sont vraiment sur la question de la biodiversité ou la question des engrais. Mais, par contre, plus généralement et d'ailleurs la question pourrait se poser pour, la viande, mais aussi plus globalement pour l'alimentation, je comprends de ce que vous dites qu'il y a un intérêt très fort quand même à relocaliser la production. C'est-à-dire le plus de production on a, proche, qu'il s'agisse de viande ou, de fruits et légumes, le plus on évite d'importation et donc ça, de toute façon, d'un point de vue carbone, c'est mieux. Oui, bien sûr. Le première chose, c'est évidemment de produire, si possible dans la région ou au moins avoir un approvisionnement, en France, on va dire à moins de 500, à moins de 1 000 kilomètres. À chaque fois, on va forcément éviter, des transports de manière très importante. Je le disais tout à l'heure, les 3/4 des transports de marchandises sont faits par des produits importés parce que non seulement on va avoir le trafic routier en France, mais à ce trafic routier va s'ajouter du trafic maritime, du trafic aérien, du trafic routier à l'intérieur du pays d'origine. Donc, par exemple, pour transporter les céréales jusqu'au port, qui va ensuite, partir par bateau et cetera. Donc vraiment, plus on augmente les distances, plus on émet, là, en l'occurrence des énergies fossiles, donc du fioul lourd, notamment dans les navires, dans les bateaux ou du kérosène dans les avions, puisqu'il y a quand même beaucoup de poissons, par exemple, ou des fruits et légumes, on ne le sait pas, mais qui sont transportés par avion. Et là, bien sûr, c'est pire que tout, hein, parce que les émissions de l'avion, c'est 10 fois, les émissions du transport routier. Et donc là, vraiment, on a vraiment tout intérêt finalement à contraindre un peu ce commerce international qui est en permanence en augmentation, et faire le choix finalement à la fois de réduire nos exportations puisqu'on exporte quand même, je disais, pas mal de céréales, on exporte d'autres produits et donc finalement, on pourrait très bien finalement utiliser notre surface agricole et tourner cette production nationale vers la consommation française, de la population française, donc vers le marché intérieur. Donc contraindre le plus possible finalement, ces échanges, essayer de les diminuer. C'est vrai pour les produits bruts, mais c'est vrai aussi pour les produits transformés. Le marché européen est un marché donc, de libre-échange et on transporte énormément de produits transformés, des biscuits, des pots de yaourt, des conserves, enfin des boîtes, dans tout genre à l'intérieur de l'Europe quoi, en fait. Et donc on va importer certains produits, on va exporter presque des produits similaires. On a regardé tout ça dans notre étude et on peut vraiment aussi réduire de manière importante les trafics intra-européens parce que finalement, il y a énormément de choses qui sont, voilà, échangées simplement parce qu'il va y avoir quelques centimes de moins à importer celui-là plutôt que prendre la production locale quoi, en fait. Mais donc ça, est-ce que c'est un mécanisme, d'interdiction ou est-ce que c'est, un mécanisme de type, une taxe carbone, dans laquelle ça va coûter plus cher finalement de faire ces allers-retours? Parce que si les gens font ça, c'est pas parce qu'ils en ont envie, c'est parce que, comme vous le disiez, ça leur coûte moins cher. Donc, si l'idée c'est de faire en sorte que ça coûte plus cher d'utiliser des énergies fossiles, ça veut dire aussi qu'une partie de cette consommation aussi, pour le consommateur final sera plus chère à la fin? Si on prend les transports, d'abord pour commencer, la manière de réduire cette demande de transport, évidemment, c'est faire en sorte que le transport soit un peu plus cher. C'est-à-dire que finalement, les dégâts, causés, par ces transports, puissent être internalisés, comme on le dit en économie. C'est-à-dire que quelque part ça coûte, et que ça surenchérit le prix du transport. Alors déjà, aujourd'hui, on a une hausse des énergies qui est assez importante. Et donc on peut penser que les transports, de manière durable, vont être plus chers à cause du prix des carburants.
Mais probablement c'est pas suffisant parce que le prix des carburants dans le coût global du transport, il est pas si élevé que ça. Le 1er poste dans ce coût du transport, c'est la main-d'œuvre, en fait. Donc c'est les chauffeurs routiers et donc il y a un autre élément qui est très important, c'est aussi de faire évoluer la réglementation du travail dans les transports puisqu'on sait que souvent c'est des gens qui travaillent énormément, avec des conditions de travail difficiles, avec des salaires de misère, et donc bon, je parle même pas des transporteurs maritimes, enfin des gens qui travaillent, dans le transport maritime ou des choses comme ça, qui sont vraiment des gens qui sont vraiment sous-payés et donc si on faisait une réglementation beaucoup plus, contrôlée, enfin beaucoup plus, favorable aux gens qui travaillent dans ce secteur, au moins au niveau européen, on pourrait avoir effectivement un coût du transport qui augmente et on pourrait justement, quelque part internaliser les impacts environnementaux de ce transport et faire en sorte que du coup, les chargeurs, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui commandent la demande de transport, réfléchissent à leur manière de s'organiser pour limiter ce transport. Et sur le coût de l'alimentation elle-même? D'abord, il y a cette idée que, quand même, si on mange moins de viande, si on mange des produits de saison, c'est-à-dire qu'en hiver, on va manger, plutôt des carottes, des poireaux, des courges, tout ce qui est disponible en hiver plutôt que des tomates, qu'on aura chauffées dans une serre et fait pousser dans une serre ou des concombres ou des fruits qu'on va importer de très loin. A priori, le panier est moins élevé. Après, effectivement, on peut penser que si on peut probablement aussi considérer que l'alimentation, c'est un bien essentiel et que peut-être il est pas à sa juste valeur, quoi, par exemple. Que peut-être l'alimentation dans le poste budgétaire des ménages, ça peut être quelque chose qui est plus élevé et qu'à l'inverse, le logement, les prix des loyers aujourd'hui qui sont exorbitants, bah, peut-être qu'on pourrait les contraindre un peu plus ou avoir des politiques qui fassent en sorte qu'il y ait un rééquilibrage, en fait, entre nos dépenses de logement et nos dépenses alimentaires. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur la viande, parce que tout à l'heure, vous avez parlé notamment de cette histoire de réduire les portions. Parce que c'est vrai que dans ce débat-là, on a souvent un débat entre, des gens qui disent de manière caricaturale: «Bon, bah, il faut que tout le monde devienne végétarien», et des gens qui disent: «Non, hors de question, je ne le ferai jamais». Quelque part, dans ce que vous dessinez, il y a une voie intermédiaire qui dit: «Il faut qu'on réduise collectivement notre consommation de viande», et ça passe par le fait d'en consommer moins, pas forcément d'arrêter, le point d'arrivée, pour arriver à la neutralité carbone, c'est pas forcément, tout le monde arrête de consommer de la viande. Oui, bien sûr, il y a une pertinence, encore à avoir de l'élevage en France, par exemple, sur des prairies permanentes, je le disais tout à l'heure, pour maintenir des prairies, pour maintenir des paysages ouverts, pour maintenir cette biodiversité qui est propre à ces espaces-là. Et il y a aussi une question, bien sûr, sociale, une question de revenus pour les éleveurs, de sorte à ce que, voilà, ils soient accompagnés dans cette évolution. Ça veut dire aussi faire évoluer justement les pratiques, d'élevage et aller plus vers de la polyculture. C'est déjà un peu le cas, mais faire en sorte que les revenus justement de ces éleveurs, de ces agriculteurs soient plus diversifiés, et ne soient pas concentrés que sur de la production de lait, par exemple, qui est en grande difficulté, ne serait-ce qu'à cause de la concurrence internationale, par exemple. Et donc il y a vraiment une réflexion à mener d'abord sur la manière de produire, les lieux de production, là où ils sont le plus pertinents, et puis bien sûr, il y a cette idée que, bon, par ailleurs, on a quand même besoin on va dire, c'est pas indispensable, mais la viande, les produits laitiers, effectivement, pour les enfants qui sont en croissance, c'est nécessaire et plutôt souhaitable. Il y a aussi un certain nombre de vitamines qui sont plus facilement assimilables et disponibles, dans la consommation de viande, par exemple. Donc l'idée, bien sûr, c'est de pas de réduire totalement, mais par rapport à ce qu'on mange aujourd'hui, il y a vraiment une bifurcation très importante à faire, qui n'est pas, voilà, juste cosmétique en disant, voilà, on laisse baisser tout doucement, de 5 10 Non, il faut vraiment une baisse extrêmement importante si on veut justement respecter notre engagement qui est d'arriver vers la neutralité carbone en 2050, donc zéro émission nette pour la France en 2050. Alors avant de vous laisser repartir, là où vous travaillez à Montpellier, je voudrais vous poser quelques questions sur comment vous vivez cette transition à un niveau plus personnel, et donc je suis obligé de vous demander, si vous, par exemple, vous consommez encore de la viande ou si vous avez arrêté d'en consommer? Je n'ai pas arrêté de consommer de la viande, mais c'est vrai que ça fait pas mal d'années maintenant que je suis sur ce thème de recherche, hein, sur l'alimentation et le changement climatique, dont j'ai aussi appris beaucoup de choses moi-même. Et donc c'est vrai que j'ai
beaucoup, changé mon régime alimentaire. Je continue d'en manger, de la viande, mais beaucoup plus rarement. J'essaie de consommer, effectivement de la viande qui vient, de plutôt, d'origine, on va dire, régionale, parce qu'il y a pas beaucoup d'élevage, en Languedoc-Roussillon, mais il y en a pas très loin, en Auvergne notamment, par exemple. Et j'ai beaucoup changé aussi, ma consommation de type de fruits et légumes, par exemple. Quand j'ai appris, les quantités, les millions de tonnes, notamment d'oranges ou de jus d'orange qui venaient, sous forme fraîche ou sous forme concentrée, du Brésil, je me suis dit: «Là, il y a quand même un souci» et donc voilà, on peut substituer ça par du jus de fruits, du jus de pomme, des fruits tempérés, des jus d'abricot et cetera. Donc on baisse les quantités pour que ça coûte pas trop cher et puis en même temps, on en profite et je pense que là, vraiment, il y a beaucoup de possibilités pour faire évoluer notre consommation de ce point de vue-là, quoi. Et c'est vrai que j'ai pas mal changé. J'ai réduit ma consommation de café aussi, par exemple. Et est-ce que, par exemple, vous qui travaillez sur ces questions-là, quand les gens vous demandent, ce qu'ils doivent faire en priorité, qu'est-ce que vous leur répondez quand ils vous demandent conseil en disant: «Voilà, je veux réduire mes émissions», les p par exemple liées à l'alimentation, est-ce que vous avez, des réponses à leur donner? Je crois que c'est vraiment, l'idée d'avoir une consommation beaucoup moins fréquente, en fait, de produits animaux. C'est vrai aussi pour les poissons, par exemple, parce qu'on sait que, malheureusement, les ressources halieutiques sont de plus en plus rares et surexploitées. Donc moi, j'habite au bord de la mer, donc on essaie de consommer plutôt, des poissons méditerranéens et plutôt moins souvent. Et puis bien sûr, je pense qu'il faut vraiment essayer au maximum de changer aussi ses habitudes, hein, encore une fois pour avoir, consommé des fruits ou des produits qui sont vraiment de saison. Parce que c'est vrai que, on peut émettre beaucoup plus de gaz à effet de serre selon le type de produit et plus on consomme hors saison, plus on va chercher des produits très loin. Donc des haricots verts qui viennent du Kenya, des framboises qui viennent du Chili, et cetera. Donc on se rend pas compte, mais les produits qui sont dans les étals encore aujourd'hui à Noël ou au mois de janvier, février, pour une bonne part, sont importés de très loin. Et alors, sur la question du transport, est-ce que vous, par exemple, vous prenez encore l'avion? Je prends moins l'avion, c'est vrai, je crois qu'effectivement, c'est vraiment, aussi quelque chose qu'il faut repenser. Je pense que dans ces scénarios-là, dans ce scénario où on veut être plus sobre, il y a aussi la question finalement de d'un mode de vie un peu différent finalement, où on prend beaucoup plus de temps de manière générale. On prend plus de temps pour, cuisiner, on prend plus de temps pour s'alimenter, on prend peut-être plus de temps pour voyager aussi. C'est-à-dire qu'en Europe, on va prioriser le train, ou alors on va se dire: «Bon, bah, au lieu de se déplacer en avion pour une semaine, bah, on va décider que, telle année, dans 1 an, dans 2 ans, on va faire un grand voyage, peut-être à l'autre bout du monde, mais on va partir 1 mois, 2 mois». Donc on va profiter vraiment de ce déplacement au maximum, mais ça sera moins souvent dans notre vie, quoi, en fait. Donc cette question du temps, par exemple, et de la manière dont on profite, en fait, de tout ce qui nous entoure peut être vraiment quelque chose aussi qui soit vraiment agréable et désirable. Est-ce que vous, il y a un comportement, qui, vous semble vraiment inacceptable, dont vous dites: «Ça vraiment, ça devrait être interdit», quelque chose qui d'un point de vue, climatique, alimentaire, vous fait dresser les cheveux sur la tête et vous dites: «Ça vraiment, j'en ai marre, ça devrait plus exister»? J'ai une image, je parlais, notamment des étals de Noël. Si vous faites attention, dans l'étal de votre supermarché, peut-être vous allez trouver, des petites barquettes en plastique dans lequel, il y a des fleurs. Et ces fleurs, généralement, elles viennent de l'autre bout du monde, quoi. Elles peuvent venir d'Afrique du Sud, elles peuvent venir d'Amérique latine. Et donc on se retrouve à, finalement proposer, quelques fleurs qui sont comestibles, hein, qui vont décorer une assiette, qui vont se retrouver dans une barquette plastique, donc où il y a 3 fois plus de plastique que de fleurs, en fait. Et on trouve ça au milieu, des carottes, des poireaux, ou des courges dont je parlais tout à l'heure. Et là, pour le coup, moi, je pense que ça, c'est totalement inacceptable. S'il y a quelque chose qu'on devrait interdire, peut-être sur les étals de nos supermarchés, ça serait probablement ça. Merci Karine Barbier. Merci à vous. J'ai appris beaucoup de choses dans cette conversation avec Karine Barbier et je dois dire que ça a bousculé pas mal de mes certitudes. La première chose que je retiens, c'est évidemment le poids massif des émissions de gaz à effet de serre de la viande et en particulier la différence entre le bœuf et le reste. 1 kilo de bœuf, ça émet 3 fois plus que le porc, 7 fois plus que le poulet.
Je savais que le méthane émis par l'élevage intensif de troupeaux, ça jouait un rôle important, mais j'avais pas conscience de la place cruciale qu'occupe l'alimentation animale. Le soja cultivé au Brésil pour nourrir des vaches en France, c'est la double peine climatique. On émet du CO2 à cause du transport en camion et en bateau, et en plus, on détruit des forêts et des savanes qui stockent du carbone, ce qui accentue le changement climatique. Je dois dire que le deuxième point, je n'y avais jamais vraiment réfléchi. C'est la question des produits laitiers. Il se trouve que c'est une énorme part de mon alimentation, du yaourt grec à la fourme d'Ambert. Et c'est finalement assez logique. Si l'élevage intensif provoque autant d'émissions, alors l'industrie laitière est aussi concernée. Je retiens ce chiffre donné par Karine Barbier, 1 kilo de fromage, ça émet 3 fois plus qu'1 kilo de poulet. Le troisième aspect, et au fond c'est ça le plus important, c'est qu'il y a une voie possible, réaliste, pour réduire massivement les émissions de l'alimentation. Manger moins de viande, relocaliser la production agricole, manger des fruits et légumes de saison. Et il se trouve que cette recette-là, c'est aussi celle qui est recommandée pour être en meilleure santé. Ça me fait penser à ce que disait l'une des premières invitées de Chaleur Humaine, l'économiste Céline Guivarch, sur les co-bénéfices de l'action climatique. Arrêter les voitures à essence, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour nos poumons et ceux de nos enfants. Manger moins de viande, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour notre santé, et peut-être même un peu mieux pour mon tour de taille. Là où je trouve que c'est difficile, c'est que le débat sur ces questions, il est souvent caricatural. D'un côté, il y aurait des véganes qui veulent tout interdire, et de l'autre, des viandards qui ne voudraient rien changer. Là aussi, je crois qu'il y a une voie intermédiaire. On peut diminuer fortement la consommation de viande, ça ne veut pas dire arrêter toute la filière. On peut proposer des alternatives végétariennes et des plats moins garnis en viande dans les cantines, ça ne veut pas dire qu'on va affamer les enfants. Mais comment mener cette bataille culturelle de manière apaisée et sans provoquer une immédiate levée de bouclier ? La viande, ça touche tellement à nos imaginaires, nos références culturelles, nos moments familiaux, c'est pas facile de changer tout ça du jour au lendemain. D'ailleurs, si vous avez envie, je vous propose d'en faire un sujet de discussion de nos repas de fin d'année, en famille ou avec nos proches, et vous me direz en janvier ce que ça a donné, en m'écrivant à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Et puis en disant tout cela, je me rends bien compte que le sujet de l'alimentation, c'est une porte d'entrée sur de nombreuses autres questions. Celle du système agricole, de la politique agricole commune, celle de l'emploi dans ce secteur qui est crucial pour la transition, de la souveraineté alimentaire, sans compter le sujet totalement absent de cette discussion, celui de la souffrance animale. Promis, c'est promis, on aura d'autres occasions de parler de tous ces sujets, ici, dans la future saison 3 de Chaleur Humaine. C'était Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde produit par Adèle Ponticelli et Esther Michon. Cet épisode a été réalisé par Amandine Robillard, qui a aussi composé la musique originale. Cet épisode est le dernier de la saison 2 de Chaleur Humaine. Merci à toutes et tous de votre fidélité et de votre écoute. Le podcast reviendra en mars avec de nouveaux épisodes et chose nouvelle, au moins un enregistrement en public dans les locaux du Monde à Paris, près de la gare d'Austerlitz, pour que nous puissions nous rencontrer. La newsletter Chaleur Humaine, on dit aussi infolettre, continue chaque mardi, l'inscription est gratuite et vous y trouverez tous les détails si jamais vous voulez venir assister à un enregistrement public. En attendant, je vous encourage à continuer à m'écrire à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. L'arrêt du podcast va me permettre enfin de répondre à vos messages et d'apprendre à cuisiner des portions moins importantes. Je vous souhaite aussi d'excellentes fêtes de fin d'année et de bons débats sur la viande, la voiture électrique ou les éoliennes en famille. Si vous avez le temps de cuisiner et que vous voulez m'envoyer vos baklava à la pistache, vos panettone aux fruits secs, vos bredellés alsaciens ou des tartes à la praline, histoire de se tenir chaud pendant les semaines à venir, vous êtes évidemment les bienvenus. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez faire 3 choses. Vous abonner dans votre application de podcast favorite, ajouter un commentaire ou une étoile et le partager avec quelqu'un qui sera intéressé. Merci 1000 fois de votre fidélité. Chaleur Humaine revient en mars 2023. Merci de vos centaines de milliers d'écoutes, de vos contributions, de vos critiques et de vos questions. Et puisque personne n'écoute les épisodes jusqu'au bout, je peux continuer à parler dans le vide. J'en profite pour vous dire que moi aussi, j'apprends à toute vitesse sur la crise climatique grâce à ce podcast et surtout grâce aux centaines de messages que je reçois de votre part. Merci, vraiment merci de prendre le temps de m'écrire. L'intelligence collective, c'est un truc formidable, probablement notre meilleure chance pour faire face aux défis climatiques. Ça, et aussi le beurre de cacahuète enrobé de chocolat. Encore merci et à très bientôt.